Salut les Arbis! Si vous avez bien suivi la chaîne ces derniers mois, vous avez sûrement vu passer le fait que j'ai fait une conférence au Dr Wooday de Lyon. Cette conférence portait sur le personnage du Master et j'étais entourée de Axel de la chaîne The Couch ainsi que de Venceslas de la chaîne Popcast. Je tiens énormément à remercier AOA Prod qui nous a invités au Dr Wooday de Lyon cette année. Et je tiens également à remercier les abonnés qui sont venus nous voir, on était super contents de vous rencontrer. Sur ce, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Dr Wooday et à cette table ronde qui est cette année dédiée au personnage du maître. Alors avec moi pour en parler, on a Pauline de la chaîne Pepperpot, pardon. Qui a ses fans dans la salle. On a ensuite Axel de la chaîne The Coach. Et enfin, on a Ven de la chaîne Popcast. Donc, on va parler pendant une petite heure environ de l'évolution du personnage du maître dans la série. Première question pour nos invités, une question un peu facile. Quelle est votre incarnation préférée du maître ? Moi, c'est Roger Delgado, le premier, suivi d'assez près par Michel Gomez, donc Missy. Le premier Master a vraiment un côté un peu dandy, puis j'aime beaucoup son alchimie avec le troisième Docteur, et du coup, il est vraiment très cher à moi. Moi, j'ai pas spécialement de préféré. Je pense que ça va être John Sim, parce que c'est celui que j'ai découvert en premier et du coup que j'ai préféré. Et après, je vais dire quelque chose de différent. Celui que je déteste, par contre, c'est Eric Roberts, parce que je trouvais que vraiment le film était très mauvais. J'adore Eric Roberts. Non, j'ai quand même. Non, je vais répondre, je vais probablement me faire frapper, mais j'aime beaucoup Derek Jacobi, qui a apparu très peu de temps en tant que maître. Mais... Merci. Ah, je peux quitter les invités. Je te prête mes fans. Cool, Il y a des fans, effectivement. Et ouais, j'aimais beaucoup l'interprétation qu'il donnait, j'aime beaucoup cet acteur à la base, il y avait quelque chose de très maléfique qui me plaisait plus que ce qui a pu être fait après, même si j'aime beaucoup John Sim aussi. Mais globalement, le côté de Derek Jacobi, qui jouait très bien le côté papy gentil, puis qui d'un coup se révélait être le maître et d'être une incarnation du mal, fonctionnait de mon point de vue très bien, j'aurais aimé qu'il le fasse un peu plus longtemps, peut-être qu'il reviendra, qui sait, on ne sait jamais avec Doctor Who. Comment vous pourriez nous décrire le rôle du maître à la création de la série ? Il est directement présenté comme le meilleur ami du Docteur, l'ami d'enfance, puis en même temps son ennemi juré. On sait directement qu'ils ont grandi ensemble, qu'ils sont très très proches. Et vraiment au début, c'est vraiment ce côté « je t'aime moi non plus » qui est très très présent et qu'on a retrouvé pas mal sur la saison 10, je trouve. J'ai pas trop de connaissances sur la série classique, je m'y suis intéressé après le coup sur la nouvelle version. Mais de ce qu'on a pu parler, de ce qu'on a pu voir des premières incarnations du mec, il y avait le running gag à la Team Rocket du maître qui faisait s'allier avec un méchant et puis à la fin il se faisait défaire et finalement il était pas si méchant. Donc il y avait quelque chose de très gentil méchant, entre guillemets très Loki-esque, j'ai envie de dire comme un Loki. Qui finit finalement, qui n'a pas un mauvais fond et qui a plutôt été pas mal, je trouve, ramené dans les années 2005 avec les nouvelles incarnations, notamment dans les dernières saisons où la relation de je t'aime moi non plus fonctionne d'autant plus et qu'elle est d'autant mieux poussée parce qu'elle est moins humoristique et beaucoup plus humaniste, j'ai envie de dire. Il y a un rapport entre les deux d'effet miroir qui est beaucoup pas dégueulasse et qui est mieux géré, je trouve, aujourd'hui que ça n'était le cas il y a ça des années. Moi, ce que je trouvais un petit peu dommage avec la première incarnation, c'est qu'elle était un petit peu trop classique par rapport à l'époque en fait, où c'est apparu. Ça faisait très méchant, un peu James Bond et très méchant soap opera, dans le sens où c'est aussi un Time Lord, il apparaît, il a la moustache, et c'est un petit peu le running gag du soap opera, l'équivalent avec la moustache qui est méchant. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui fait que quand on le regarde de nos jours et qu'on a déjà eu du coup tous les running gags qui sont venus après sur ce genre de méchant, on a un petit peu plus de mal à le prendre au sérieux. Et effectivement, après, il y a aussi tout le côté costume, etc. de l'époque qui fait que les déguisements de nos jours passent un peu moins bien à la caméra et qui décrédibilisent un petit peu le personnage, mais sans que ce soit vraiment voulu. Après, c'est toujours intéressant de voir comment il approche. Il y a toujours effectivement cette relation de je t'aime moi non plus qui est très intéressante. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de problème avec le fait que ça a trop été parodié derrière et du coup on a un peu plus de mal en le voyant de nos jours. À propos de ça, moi j'aime beaucoup les costumes. Il y a quelque chose qui vient de me revenir, c'est que la saison 8 de la série classique, il y a vraiment ce running gag Team Rocket un peu, où chaque épisode, le méchant c'est le Master, on sait très bien que ça va être lui, alors ils nous font
une espèce de faux suspense où ils mettent des lunettes ou un déguisement complètement débile, ils transforment son nom en disant c'est le révérend magister. En fait, ils mélangent juste les lettres, on trouve le nom latin et on sait toujours que c'est lui. Et du coup, c'est vrai que c'est un côté un peu amusant. Tu as la chanson à la fin de l'épisode de Et le maître s'envole vers d'autres cieux. Oui, c'est ça. Ça fait ça à chaque fois un peu, ouais. Alors, le maître avait été pensé à la base par le producteur et les scénaristes comme ils étaient partis sur le personnage de Moriarty de Sherlock Holmes. Comment vous voyez ce personnage en fin de compte par rapport à Moriarty? Parce que Moriarty est vraiment maléfique. Comme vous le disiez, le maître a un petit côté meilleur ami du docteur, même si en fin de compte il essaye de le tuer, mais c'est son meilleur ami. Bah, je pense déjà on le voit directement avec les noms en fait, parce qu'effectivement, enfin Moriarty, si je dis pas de conneries, et j'espère que c'est le cas, c'était le prof de Sherlock Holmes fut un temps. Enfin, du moins il y a des adaptations où ça a été le cas, et il y a aussi ce côté un petit peu dans Doctor Who, dans le sens où docteur et maître, c'est deux noms de grade d'études avec le doctorat et le master, même si ensuite dans la série il s'avère que le master est au-dessus du doctorat, hein, on ne le savait pas en fait. Mais du coup il y a ce côté un petit peu l'évolution du docteur qui a mal tourné, et ce qui avait fait pas mal parler de lui pendant un temps où on pensait que le maître était une des incarnations du docteur futur ou ce genre de choses. Et du coup je pense que ça a été pas mal mis en avant déjà rien qu'avec les noms en fait. Ils ont certains points communs, mais il y a ce côté je t'aime moi non plus dans les deux relations, que ce soit Moriarty Sherlock Holmes ou Dr Master, mais il y a moins ce côté amitié dans Sherlock Holmes que je trouve vraiment très présent dès le départ dans Doctor Who. Ils avouent tous les deux ne pas vouloir en fin de compte tuer leur ennemi, Oui, parce que c'est le seul avec qui ils ont vraiment du challenge. Oui, voilà, c'est à quoi ça sert de le tuer. Après, de toute façon, les autres sont tous nuls. Avec qui on aurait de... c'est le master à chaque fois. Oui, non, je ne vais pas te tuer parce que c'est moi qui dois te tuer moi-même. Mais bon, j'ai pas envie de te tuer maintenant parce que sinon après je vais m'ennuyer. C'est vrai que c'est à peu près la même idée. Mais je trouve qu'il y a moins ce côté accroche émotionnelle qui date d'il y a assez longtemps, qui est entre le docteur et le master. Je trouve qu'on la retrouve pas sur Sherlock Holmes et Moriarty. Enfin, un petit peu moins quand même. Alors pour le coup, je vais m'inscrire en faux là-dessus. Je trouve qu'il y a, sur la nouvelle adaptation en tout cas, quelque chose de très... Moi j'ai découvert Sherlock Holmes avant de découvrir Doctor Who, et sur le personnage de Moriarty, version Sherlock, version Benedict Cumberbatch, je trouve finalement que John Sim et Moriarty jouent un méchant sensiblement dans la même veine, sur le côté très maniéré, très fou, très dans tous les coins. Et du coup, il y a vraiment une ressemblance entre les deux qui peut même, moi, m'a paru gênante à un certain moment dans la série, là, quand j'ai regardé récemment la dernière saison, de revoir ce personnage-là après le Moriarty, qui lui était quand même plus maléfique dans la série de Sherlock, mais dans l'incarnation, dans le fait d'en prendre un jeune, je trouve qu'ils se ressemblent, en plus, les deux acteurs se ressemblent un petit peu, donc il y a un vrai côté Moriarty, en tout cas sur la gestion physique du personnage, après, dans les rapports, beaucoup moins. Même si, pareil, dans le Sherlock, on joue aussi un petit peu sur l'ambiguïté amoureuse possible entre les deux personnages, beaucoup moins que dans Doctor Who. Et ce qui est rigolo, c'est que je trouve que le Moriarty du film, avec Robert Downey Jr., Guy Ritchie, finalement s'approche assez de la version de Moriarty que moi j'aime bien, que j'aime plus. Je suis l'un des rares, je crois, à préférer Moriarty version film. Et du coup, je vous parlais de Derek Jacobi tout à l'heure, je trouve que Derek Jacobi fait un excellent vieux Moriarty. Il fait très le Moriarty maléfique, comme on peut le défendre dans les livres Sherlock, comme dans les anciennes adaptations de Sherlock, qui est beaucoup moins le cas de la nouvelle série Sherlock, et la nouvelle série Doctor Who a pris cette tangente, enfin c'est même Sherlock qui a suivi Doctor Who plutôt que l'inverse, et que finalement on a en tout cas cette ressemblance entre les deux méchants, et je trouve que du coup il y a c'est très logique dans la culture anglaise de retrouver que ces personnages évoluent finalement dans le même sens. Dans un premier temps, on a un maître qui, comme vous le disiez, apparaît dans une succession d'épisodes où on a un petit peu le running gag toujours identique. Comment vous avez vu, vous, l'évolution avec le deuxième maître, qui du coup n'avait plus tout à fait le même type d'apparition, qui était bien spécifique. On savait ce qui allait se passer quand on a commencé l'épisode, on savait que le maître allait arriver sous son déguisement, on savait qu'il voulait prendre possession d'une planète pour tuer le docteur, on savait que ça allait se retourner contre lui. Comment vous avez vécu, vous, le deuxième maître? Le deuxième, enfin Crispy Master ou Anthony Ainley? Anthony. D'accord.
parce que du coup ça marche aussi avec Crispy Master. Bah, en fait, le Master d'Anthony Henley, on le voit d'abord en Crispy Master, puis après il se régénère. Il se régénère. Mais c'est 3 épisodes de suite où on le voit, donc là c'est le méchant assez récurrent, mais après du coup on le revoit de temps en temps, mais du coup on l'attend moins, parce que c'est vrai que Roger Delgado, même sans le voir à tous les épisodes, vu qu'on a eu une saison entière, on le voit toujours en méchant, on sait qu'il va probablement revenir un petit peu après, donc on l'attend un peu plus, alors qu'Anthony Henley, ça fait un poil plus surprise, mais il fait quand même pas mal d'épisodes. Je trouve par exemple que Crispy Master, sur le 4e Docteur, on s'attend jamais à ce qu'il arrive, parce qu'on le voit que 2 fois. Et du coup, il arrive vraiment, tada, ça fait plusieurs saisons qu'on l'a pas vu, et ça fait augmenter l'effet de surprise. Je trouve que sur Henley, on a cet effet de surprise plus que sur Delgado, mais on s'attend quand même à ce que probablement il pop à un moment. Ouais, globalement, avec le temps, ils ont compris qu'il fallait un peu écarter les apparitions du maître, parce qu'il y a un moment, ça devenait lourd, quoi. Je suis pas le plus grand connaisseur de cette période-là et tout ça, mais en tout cas, il y a une vraie évolution entre le premier, qui était vraiment, on bâtissait la scène, donc il fallait qu'on ait un méchant iconique, et qui était du coup aujourd'hui qu'on peut juger ridicule, mais qui à l'époque marchait bien sur ce côté running gag, et qu'effectivement, plus les maîtres ont avancé, plus ils se sont fait rares, et à revenir à des moments charnières. C'était important qu'on ait un maître dans le film, qui était pas du tout réussi, mais il était quand même là. Et, ça suffit maintenant, il est très bien Eric Roberts. Pauvre Eric Roberts, tu le préférais dans Batman, tu vois. Et du coup, ouais, c'est une évolution logique où petit à petit, avec le temps, de toute façon, le maître a commencé à être rendu mythique par le fait qu'il était de moins en moins présent, et le fait qu'il pop à des moments vraiment importants de la série. Moi j'avais un petit peu l'impression à cette période-là que Doctor Who se cherchait encore un peu, dans le sens où le premier maître était mort d'un accident de voiture alors qu'il devait faire une fin de saison assez épique. Et du coup j'avais l'impression que sur les 2 petits maîtres qui ont suivi, ils étaient encore en pleine période d'hésitation. Est-ce qu'on le garde en méchant? Est-ce qu'on essaye de relancer le maître avec de nouveaux acteurs comme ça a marché avec le Docteur? Ou est-ce que ça va pas marcher? Et du coup j'avais l'impression que c'était un petit peu des maîtres de transition, voir si le public répondait encore présent au moment où il apparaissait, en plus en séparant bien la chose, histoire que ce soit pas que là-dessus. Et une fois qu'ils ont vu que ça marchait, c'est reparti. Mais du coup, c'est vrai que visuellement, on voyait un petit peu qu'il y avait cette recherche, mais qui au final a apporté quelque chose qui, je pense, est mieux, parce que c'est plus sympa d'avoir des méchants qui réapparaissent une fois de temps en temps, plutôt que de les voir en boucle tout le temps, parce que c'est un peu pénible à force. Et par rapport à Anthony Henley, on voit très clairement l'influence, le fait qu'ils aient voulu référencer un peu Roger Delgado pour justement installer un personnage que les fans connaissaient bien. Parce qu'en plus, c'est vraiment, il apparaît à la fin de l'ère du 4e Docteur, qui est quand même une ère de gros changements. Ça fait 7 ans qu'on a le même Docteur. On a une team TARDIS toute neuve, on va avoir un nouveau Docteur. C'est quand même beaucoup de changements pour les fans. Il suffit de voir après 3 ans, comme les fans peuvent râler quand on change un Docteur. Donc au bout de 7 ans, vous imaginez bien. Et donc du coup, le Master, je pense qu'ils l'ont probablement pris déjà pour faire un point auquel les fans pouvaient se raccorder. Puis on voit vraiment, surtout dans les premiers épisodes après, c'est plus sa propre identité. Mais en tout cas, sur les épisodes du 5e Docteur avec le Master, c'est très clairement une inspiration de Delgado, avec Anthony Henley qui cabotine pas mal pour essayer de ressembler à Delgado. Et on sent vraiment que c'est pour essayer de se raccrocher justement à l'ancien maître. Et ça fait un côté un peu étrange du coup d'avoir déjà il lui met le même physique, il a la même barbichette, il est juste plus jeune, quoi. C'est assez perturbant parfois par moment. Mais... on peut pas passer sur une série comme Doctor Who, même si on est sur un focus sur le maître, on peut pas passer à côté des Daleks. Et le maître a rencontré les Daleks, on le voit pas souvent dans les épisodes, Dalek et maître en même temps, mais c'est quand même un thème qui revient régulièrement, dont il parle régulièrement. Quels sont vos premiers souvenirs, j'ai envie de dire, de ces rencontres entre le maître et les Daleks, et qu'est-ce que vous en avez vu et qu'est-ce qui en est ressorti en fin de compte? Ça va être un petit peu ridicule, mais en fait la première fois que j'ai vu le maître et les Daleks ensemble, c'était dans l'épisode parodique tourné et écrit par Steven Moffat, et donc The Fatal Death. Et du coup, forcément, c'était un petit peu ridicule, et c'était voulu. Et mine de rien, ça m'est resté en tête. Et du coup, dès qu'on me dit maître et Dalek, je vois que ça, en fait. Donc du coup, ça me bloque un petit peu pour répondre au reste de la question. Moi, c'est un peu pareil. À chaque fois que j'entends parler de maître et Dalek, je vois le maître en train de dire j'ai des Dalek bombs à la place de sa poitrine. C'est un peu perturbant, quoi.
Mais sinon, je crois que c'est Frontier in Space, je crois, l'épisode du 3e Docteur où le maître fait alliance avec les Daleks, je crois. Mais j'en ai pas eu un autre. Le maître fait alliance à un moment avec les Daleks, Ouais. mais il va aussi les combattre pendant la Grande Guerre du Temps. Oui, aussi, mais du coup, c'est beaucoup plus tard. Enfin, on estime qu'il les combat en tout cas. Oui, après, c'est le maître, je pense qu'il s'est quand même bien planqué et il n'a pas fait grand-chose. C'est comme ça qu'il se retrouve à la fin des temps. Oui, globalement, moi, j'ai pas de souvenir qui me pop ça va être assez récent en fait, ça va être la rencontre entre Missy et les Daleks lorsque le Capaldi est capturé par Davos. Mais ça rejoint la question que tu posais tout à l'heure sur le côté des évolutions du maître et ce que tu disais par rapport au fait qu'on le ramenait aussi pour rassurer les fans. Il y a quelque chose, notamment dans la nouvelle série, qui est très là-dessus par rapport aux Daleks et par rapport au maître, où on les fait popper aussi au moment où il faut rassurer un peu les fans en disant ça reste Doctor Who et genre les Daleks. Il est tout à fait possible de s'en passer dans une adaptation de 2005 parce qu'effectivement le design, il y a un moment c'est compliqué de le faire évoluer et que ça ressemble toujours à des poivrières, ça ne changera pas. Et que du coup il y a ce côté-là et que les rencontres des deux est finalement assez rare dans cette nouvelle série parce qu'ils les font popper chacun de leur côté pour rassurer les fans, chacun de leur côté, le maître sur la fin de Tennant parce qu'il faut finir en apothéose et puis les Daleks à chaque fois dans la saison il faut quand même les voir une fois parce que sinon ce serait quand même bien dommage, quoi. Pour moi, surtout dans la nouvelle saison, enfin dans la nouvelle série plus que dans l'ancienne, je pense que les deux peuvent assez difficilement apparaître ensemble parce qu'ils font partie de ce que j'appelle les trois piliers de la nouvelle saison de Doctor Who. D'un côté, il y a Davros qui veut tout détruire. Son but, c'est juste de détruire sans aller plus loin. Là où le maître, lui, est le pilier qui veut tout contrôler et tout posséder. Donc du coup, en fait, les deux méchants peuvent plus tellement aller ensemble parce que si tout est détruit, il n'y a plus rien à contrôler et inversement, si tu contrôles tout, t'as pas spécialement envie de le détruire, ou alors t'es un dangereux psychopathe. Mais donc du coup, c'est un petit peu dur de les faire apparaître ensemble. Et du coup, bon, même si là, du coup, ça n'a pas trop rapport avec ça, il y avait le troisième pilier qui se formait à la fin de l'arc Tennant avec le docteur qui, lui, du coup, voulait tout sauver et quitte à cracher sur ses propres règles. Et enfin voilà, tout ça pour dire que je pense que les deux méchants se contredisent un petit peu en fait dans la dernière version qu'on a maintenant de Doctor Who, et je pense que c'est pour ça qu'ils apparaissent assez difficilement ensemble en fait. C'est la même chose qu'avec les Daleks et les Cybermen, où les Cybermen veulent que tout le monde soit comme eux, tout contrôler de cette façon-là. Et c'est pour ça que je trouve que le Master va plutôt bien avec les Cybermen, parce qu'il y a toujours ce côté où lui il veut quand même passer au-dessus des Cybermen, mais les Cybermen, ils aimeraient bien aussi le contrôler lui, et donc du coup au début ça va pour faire une alliance, et puis après en fait ça va plus du tout. Du coup c'est vrai que je trouve qu'il fonctionne mieux avec les Cybermen qu'avec les Daleks, parce que les Daleks et le Master sont vraiment trop différents, avec des motivations trop différentes pour pouvoir faire des plans ensemble. On voit très bien ces alliances dans la dernière saison. L'arrivée du maître dans la nouvelle série de 2005, et enfin pour moi elle était assez inattendue. Pouvez-vous nous parler de cette arrivée et de l'évolution qu'a connue le personnage par rapport au maître précédent dans l'ancienne série? Il est beaucoup plus taré. Il est beaucoup plus dans l'excès, beaucoup plus criard. Là où les maîtres précédents c'était plus vraiment le méchant James Bond avec son rire diabolique un peu quand même. Et là c'est beaucoup plus dans la folie, dans l'expression en fait de sa folie directement. Ce qui va aussi avec le principe de toute façon de l'agneau. Forcément il faut quelque chose d'un peu plus rythmé, d'un peu plus dynamique. Et le maître c'est vraiment un méchant nerveux quoi, en tout cas le maître John Sim, sur Missy c'est moins nerveux, mais c'est vrai que le maître John Sim c'est vraiment des punchlines et très Missy est moins nerveuse mais un peu plus psychopathe aussi. Oui, elle est plus discrète dans sa façon, beaucoup plus vicieuse, et du coup elle a un côté plus classique dans ce traitement là, où elle a un côté plus Delgado dans la façon de manipuler les gens, parce que Delgado quand même il utilisait il faisait du contrôle télépathique, ce genre de choses quoi, donc ça se rapproche un peu plus, je trouve, question que psychologie. Je trouve qu'en soi, l'apparition du maître dans la nouvelle génération de Doctor Who est en fait une évolution de sa première apparition dans la toute première. Parce que dans la toute première, il est apparu au moment où le Docteur était encore quand même relativement sérieux. On n'était pas encore à la période Tom Baker où ça part un petit peu plus dans le délire, dans les jeux où il part un petit peu en vrille, un petit peu humoristique, on va dire. Du coup, il avait ce côté très sérieux. Tandis que là, en fait, dans la nouvelle série, il arrive pendant l'arc Tennant qui vient du théâtre et qui, du coup, était très corporel, bougeait énormément, parlait très vite, etc. Et du coup, pour faire
un nouveau Seigneur du Temps, sachant que beaucoup de gens, moi d'ailleurs à l'époque, ne connaissaient pas la vieille série, on ne pouvait pas s'attendre à voir un autre Seigneur du Temps arriver. Il fallait qu'on puisse se raccrocher en fait au Docteur, et du coup le meilleur moyen de faire ça, c'était de garder un petit peu les caractéristiques qu'avait le Docteur à ce moment-là, c'est-à-dire le côté très loufoque, le côté je bouge, je parle très vite, je bouge, et c'est avec l'aspect psychopathe en plus, quoi. Le lifting du maître dans la nouvelle génération a finalement beaucoup à voir avec le lifting du Docteur, je trouve. Comme ils ont voulu jouer l'effet miroir dès le début, dès l'arc Tennant, et qui sera d'autant plus attaqué avec Missy et Capaldi, il y avait la volonté que finalement le maître ressemble beaucoup au Docteur sur beaucoup de points, en juste plus fou, en maléfique. Et cet effet miroir va pouvoir continuer sur toutes les saisons. Et c'est vrai, ce qui est assez intéressant, parce qu'on parlait du côté fanservice, de rassurer les fans en voyant le maître, c'est que finalement il arrive assez tard, le maître. C'est saison 3, 4, fin de saison 3. Ouais. Donc mine de rien, on s'est déjà tapé 2 saisons avec 2 docteurs différents, sans maître avant ça. Et c'était le moment, peut-être aussi, la série s'envoler avec l'incarnation de Tennant et tout ça, et qu'il fallait aussi une Némésis qui puisse revenir et qui puisse marquer, et qui puisse aussi marquer la fin de Tennant, parce que les derniers épisodes de Tennant marquent aussi par sa relation d'amitié, et encore une fois son effet miroir, entre les 2 personnages, entre celui qui a mal tourné et celui qui a plutôt bien tourné. Et du coup, ouais, tout ce rapport au maître beaucoup plus fou, beaucoup plus théâtral, c'est ce que tu disais, quelque chose de plus générationnel en plus, qui se rapproche aussi d'un Moriarty dans Sherlock. Il va très bien et avec son époque et avec les nouvelles incarnations du Doctor Who, et ça, c'est logique en fait comme évolution, et c'est intéressant que la série qui dure depuis très longtemps nous ait offert des personnages qui puissent changer du tout au tout, parce que l'époque le nécessitait, parce que la série évoluait dans le bon sens. Par rapport à ce que tu disais sur la saison 3, que ça arrivait assez tard, au final je pense que c'est plutôt bien, parce que il y avait du coup énormément de fans qui ne connaissaient pas, et en fait sur la saison 1 on aurait introduit les Daleks, sur la saison 2 on aurait réintroduit les Cybermen, et là on aurait introduit le maître, et du coup je trouve que c'est plutôt bien, parce qu'une saison a son méchant emblématique, ça le réintroduit aux nouveaux fans qui n'ont pas vu la série classique. Donc je trouve que c'est plutôt bien sur la saison 3. Non, puis ce qui est intéressant en plus, c'est que cette incarnation-là, c'est qu'elle est moins cheatée, on va dire, que les dernières apparitions du maître, qui étaient un petit peu... Enfin, on se demandait au final comment il arrivait à perdre un corps alors que le mec avait plein de pouvoirs. On se dit, mais là, quand même, tu fais exprès, quoi. Et au final, là, il apparaît. Et en plus, on a une saison qui est quand même relativement bien écrite, dans le sens où, même à la fin, on le voit arriver avec un laser sonique. Et en fait, quand on regarde la saison, on se rend compte que c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure de la saison, dans le sens où il a vu le tournevis sonique du Docteur un petit peu avant, donc il s'en a inspiré. Il y a eu l'expérience de Lazarus pour le rajeunissement, dont il se sert pour le réduire et le mettre dans son tournevis sonique. Et au final, il arrive avec des pouvoirs qu'on comprend, qu'on nous a introduits. Et vu que le Docteur l'a également vu, on peut comprendre qu'il arrive à rebondir dessus et à contrecarrer ses plans. Et je trouvais ça un petit peu, je trouvais ça relativement bien écrit en fait. Je trouve qu'en plus narrativement, le maître a un vrai intérêt qu'il avait peut-être moins dans la série classique par rapport à cette nouvelle incarnation. C'est que j'estime qu'il y a 2 gros arcs sur Doctor Who. Il y a le avant et le après le sauvetage de Gallifrey, le avant et après les 50 ans de Doctor Who, et que le personnage de David Tennant est bâti, et celui d'Eccleston aussi, sur le fait d'avoir dû détruire sa planète, et que par conséquent le fait de retrouver un survivant de cette planète-là dans la saison 3 donne un fil narratif aussi sur le fait qu'il a encore quelque chose à sauver, et ça offre un drame supplémentaire au personnage du Docteur, et c'est super intéressant, et ça rajoute quelque chose de plus que juste le méchant. Ils l'ont en plus fait évoluer d'un point de vue narratif et d'un point de vue utile en tant que personnage de Gallifrey, en tant qu'autre Seigneur du Temps, et ça a nourri du coup l'aspect amour-haine qu'il pouvait y avoir entre eux, parce que forcément il peut pas le détester étant donné que c'est le seul semblable qui reste de lui. Bon, après maintenant c'est plus le cas depuis l'épisode des 50 ans, mais ça a apporté en plus une narration supplémentaire qui était la bienvenue, et qui du coup a été très justifiable dans la 3e saison, où il fallait rajouter des enjeux, je trouve, à ce sauvetage de Gallifrey. Alors du coup, justement, sur John Sim et le sauvetage de Gallifrey, donc on a un aperçu de Gallifrey sur les épisodes spéciaux à la fin de la saison 4, The End of Time, si je ne me trompe pas. Ici, on a un maître un petit peu transformé par rapport à la saison 3, qui revient d'entre les morts, mais qui, au final, lui, évolue aussi il reprend un petit peu son amitié envers le Docteur, contre Rassilon, contre tout le Parlement des Seigneurs du Temps. Comment vous avez aimé
cet épisode, comment vous l'avez vu, comment vous l'avez vécu? Mitigé. Je n'aime pas cet aspect squelette, le côté pouvoir magique un petit peu qu'il a dans cet épisode. Mais par contre, j'aime beaucoup la fin et la confrontation avec Rassilon, qui est quand même... Voilà. Rassilon, c'est vraiment pas un gentil, quoi. Et j'aime beaucoup la fin, mais c'est vrai que toute la partie... Là, il est très bien incarné par Timothy Dalton. Ah oui, non, mais on peut pas dire du mal de Timothy Dalton, il est parfait. Mais oui, autant j'adore la fin, j'aime beaucoup cette confrontation et puis vraiment le master qui se rend compte que tout ce qu'il a fait dans sa vie, le fait qu'il soit méchant, le fait qu'il est si mal tourné, le fait qu'il n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Avec les fameux bruits de tambour dans sa tête. Voilà, c'est ça, qu'en fait tout a été fait par les Time Lords. En fait, mais ça c'est un truc vraiment dans la série classique, on voit que les Time Lords leur pourrissent la vie. Et du coup au final, on retrouve vraiment ce côté-là, les Time Lords c'est pas des gentils, ils pourrissent la vie des gens. Ils sont vraiment pas sympas, et puis oui, toute sa vie a été ruinée par eux, et je trouve que c'est vraiment très très fort comme fin d'épisode. Puis en plus où il décide de se sacrifier pour le docteur juste pour pouvoir se venger des Time Lords, c'est quand même vraiment fort parce que c'est le personnage du maître, quoi, quand même. Et on le voit justement, rarement c'est aussi, pas quelque chose à laquelle on pouvait s'attendre. Voilà, c'est ça, et puis en plus, du coup, on l'imagine très mal se sacrifier pour quelqu'un et surtout vouloir se venger au point de risquer d'en mourir soi-même. C'est sûr que surtout après avoir vu la série classique, on voit qu'il passe son temps à essayer d'augmenter son espérance de vie, donc c'est clair qu'il n'a pas spécialement envie de mourir. Après, moi, l'épisode en soi, quand je l'ai vu, j'avais adoré, sachant qu'en plus c'était la période où je commençais enfin à regarder les épisodes où le jour où ils sortaient, j'attendais impatiemment pour les regarder de manière très légale parce que je vivais assez loin. Et du coup, ouais, je l'ai découvert à cet épisode, j'étais vraiment à fond dedans. Et en fait, ce que je trouve très dommage, c'est que du coup, on nous montre enfin les Seigneurs du Temps, on comprend enfin ce qui s'est vraiment passé. Donc, le docteur, que c'est entre guillemets le docteur qui les a tués et que c'était pas spécialement des gens appréciables, alors que ça fait 4 saisons qu'on a l'impression qu'ils regrettent qu'ils soient plus là, que c'est dommage, et au final on en vient à se demander si c'est peut-être pas mieux qu'ils soient pas là. Et ce que je trouve très dommage en fait à cause de ça, c'est que derrière on a eu l'épisode des 50 ans qui moi personnellement m'a très déçu parce qu'il détruit complètement cet épisode avec les Seigneurs du Temps qui passent pour des victimes pendant tout l'épisode. On les voit souffrir, on voit des enfants qui pleurent, on voit tout ça. Et au final, pendant tout l'épisode, on retrouve plus ce côté méchant qui a été introduit dans cet épisode-là. Et de nouveau, les Daleks redeviennent les grands méchants. Et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage parce que ça donnait vraiment un nouvel avis sur cette race alien qui nous était présentée comme la meilleure chose qui soit. Et du coup, pour cet épisode-là, j'ai adoré. Et le maître est génial pour ce qu'il apporte. Dans le sens où effectivement on voit que même lui, malgré le fait qu'il soit présenté comme le grand méchant, est obligé de s'allier au docteur parce qu'il y a quelque chose qui est encore pire, qui va encore plus loin que lui, et que même lui au final c'est pas une finalité si mauvaise que ça quand on voit ce que peuvent faire les Time Lords. Et j'ai juste trouvé ça dommage qu'on le détruise 3 ans après, quoi. Je suis pas trop d'accord avec toi parce que je trouve que sur End of Time, ce qui est critiqué, c'est la politique Time Lord. En fait, c'est le conseil des Time Lords, c'est Rassilon et compagnie. Et alors que dans Day of the Doctor, ce qui est mis en avant, c'est le peuple gallifréen qui lui a rien demandé. Ils n'ont pas demandé à être en guerre ni rien. Au final, c'est vraiment très politique, je trouve, le traitement des Time Lords. Je sais plus quel épisode c'est, l'épisode du 4e Docteur avec Lila sur Gallifrey. Personne. Pardon ? C'est ça, The Invasion of Time, il y a vraiment ça, parce qu'il y a le côté, mais les Time Lords, le conseil Time Lords, c'est vraiment des pourris jusqu'à la moelle, et à côté, les Gallifréens, ils meurent sur leur planète, ils n'en ont rien à faire, et il y a ce même côté politique. Et je trouve que justement, Day of the Doctor met en avant le fait que le peuple gallifréen, c'est pas les mêmes que le conseil des Time Lords, et que le problème, c'est que le docteur veut pas qu'ils reviennent, parce qu'en même temps, le conseil des Time Lords, il va refaire n'importe quoi. Mais en même temps, il veut pas laisser mourir les familles gallifréennes qui ont rien demandé, en fait. Mais du coup, c'est tout à fait vrai. Et c'est le seul truc du coup qui est dommage, c'est que dans l'épisode des 50 ans, il aurait été intéressant de se concentrer aussi un petit peu sur le conseil. Parce qu'au final, on le voit pas. Et c'est vrai que si on se concentre pas et qu'on réfléchit pas de nous-mêmes effectivement à cette question-là, on a de nouveau cette impression de victime. Et c'est vrai que du coup, en tant que tu le dis, c'est plus leur façon politique de réfléchir qui est là-dessus. Mais du coup, je pense il manque une partie de scénario, 10-15 minutes là-dessus pour l'épisode des 50 ans. Je
Je vais faire l'arbitre entre vous deux. Globalement, je suis assez d'accord sur un point, c'est que moi, les 50 ans m'ont frustré sur. Et l'épisode, la fin de la saison 8, non 9, la fin de la saison 9, m'a frustré parce que du coup, le personnage de Timothy Dalton, il n'existe plus. Il a disparu. Et c'est bien dommage parce qu'effectivement, c'était déjà, je trouve que c'est un putain de méchant, que c'est un putain d'acteur. Donc j'aurais vraiment aimé le revoir, comme aussi, côté fan service, de le ramener parce que c'est possible, vu ce qui s'est passé. Et que du coup, ouais, on perd complètement ce côté qui était très intéressant de voir que les Seigneurs du Temps étaient dirigés par des connards. Et c'est vrai que je trouve qu'on le revoit plus trop, en fait. Après, on n'en entend plus trop parler. Rassilon, il est dans Hellbent. C'est juste qu'il n'est pas joué par Timothy Dalton, mais le personnage. On le revoit dans le. C'est possible. Ouais, mais c'est celui qui se fait virer de Gallifrey Oui, par. ouais, il le fait c'est ça. dehors. Mais du coup, il a pas d'impact, tu vois, dans l'épisode. Il est. Alors, au moins, on justifie qu'il soit pas là, c'est vrai. Mais du coup, ça me manque de pas avoir ce méchant-là, en fait. Et ça me manque que ce soit pas Timothy Dalton qui fasse virer parce qu'il est trop. Il trop badass. Il coûte cher. Ouais. C'est n'a pas le budget. D'argent. Pour revenir à la question du maître, du coup, que je retrouve la question. Oui, sur ce dernier épisode. Non, globalement, moi, je kiffe beaucoup cet épisode. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et je trouve même que. Alors, encore une fois, moi, je suis un néophyte de Doctor Who, donc c'est plus sur la narration sur laquelle je vais parler. Mais je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à justifier pas mal de choses par rapport au maître, par rapport à son traumatisme, et qu'on justifie pourquoi il est devenu complètement timbré, qu'il y a cette justification aussi autour du docteur qui a dû détruire Gallifrey, et que tout ça fonctionne très bien parce que ça nous donne un début, un milieu, une fin à l'histoire du docteur version Tennant et du maître version John Sim, et que tous les deux se rejoignent et tous les deux finissent en même temps, et que globalement j'aurais presque été pour pas revoir le maître parce que je trouvais qu'on avait plutôt bien fini le truc, en fait, que c'était très propre, que ça prenait un sens, que son suicide pour son pote fonctionnait bien, et que tout ça ne venait pas d'un point de vue finalement je suis gentil, mais était logique parce que finalement son suicide entre guillemets c'est pour sa vengeance et ça va assez bien avec le personnage, avec ce qu'on lui a fait endurer. Donc là moi je suis plus que conquis par cette fin du maître, et même j'aurais été partisan de pas forcément le ramener, même si je trouve que on l'a plutôt bien ramené et que ça s'y prête plutôt bien vu que c'est post les 50 ans, et je trouve qu'il y a une vraie scission dans la série, et que ce qui se passe après ces 50 ans a un tout autre sens parce que c'est plus la même histoire. L'histoire de Doctor Who version 2005, c'était de la destruction de Gallifrey et l'impact que ça a eu sur le Docteur, et on part sur autre chose après l'épisode des 50 ans, et notamment sur un autre maître. Alors justement, l'autre maître, comme tu nous dis, c'est Missy, et qui a un rôle... La transition, c'était impeccable. C'est formidable, hein. C'est tout un art. Donc qui a un rôle des plus importants, on va dire, dans les dernières saisons, hein, où elle apparaît. Est-ce que... Alors moi, c'est avec le recul, je me dis, le dernier épisode de John Sim en tant que maître était un petit peu annonciateur de l'état d'esprit et de la psychologie de Missy, dans le sens où il y a ce côté psychopathe complet qui apparaît, mais en même temps qui renoue un petit peu son amitié avec le docteur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? La psychologie du personnage est pour le coup assez bien travaillée, notamment je trouve dans la fin de la dernière saison, où elle se retrouve confrontée à elle-même, enfin à lui-même, enfin vous avez compris. Et que je suis assez d'accord sur le côté annonciateur, mine de rien, que le maître en tant que méchant tel qu'on le connaissait est mort, et que ça paraît logique, vu ce qui s'est passé la dernière fois, que finalement Missy revient presque en tant que partenaire, en tant que second du maître, et que ça s'y prête assez bien dans la série, et que ça offre... ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à la narration, je trouve que c'est super intéressant d'avoir le côté avant on était les seuls survivants, et maintenant que cette question de survivants a été évacuée, on est les deux meilleurs potes depuis la nuit des temps, et même si on se déteste pour plein de raisons, on est un vieux couple, en fait, sans jamais avoir été ensemble, on est un vieux couple. Alors, j'ai une vision du vieux couple qui va peut-être déplaire à certaines personnes, je suis désolé, mais globalement il y a ce côté amour-haine, jeu enfant qui fonctionne assez bien entre eux et qui ramène quelque chose de nouveau et qui nous ressuscite un autre personnage, et ce qui était plutôt nécessaire parce que l'autre personnage était mort correctement de mon point de vue. Je trouve qu'il y a quelque chose de profondément triste entre la relation entre le docteur et Missy. C'est que Missy veut absolument renouer, en fait, mais est incapable d'être vraiment gentille. À chaque fois qu'elle essaie de faire un effort, elle se foire. Et je vais t'offrir un beau cadeau. Oui, mais bon, t'as tué la moitié de l'humanité, enfin c'est sympa quoi, mais non merci. Mais il y a vraiment ce côté, ils peuvent pas se comprendre, et c'est super tragique parce que les deux veulent renouer, les deux veulent redevenir amis, mais en même temps ils peuvent pas vraiment parce qu'ils ont pas la même vision du monde, et je trouve que c'est vraiment dramatique comme façon de... Ouais, mais c'est vrai qu'ils ont un côté vieux couple, mais on a envie qu'ils redeviennent amis, mais on sait que c'est pas possible en fait, ils sont plus compatibles, et ils ont beau essayer aussi fort qu'ils veulent,
il y aura toujours des dissonances parce qu'ils voient pas le monde de la même manière en fait. Ouais, mais ce que je trouve joli, c'est que tu as un côté acceptation malgré tout entre les deux persos. C'est-à-dire que Oui, ils acceptent Missy leurs différences. c'est ça, elle accepte le fait qu'il soit le sauveur qu'il est, et lui finalement finit par accepter le côté plus meurtrier de son camarade, et ce qui est triste sur le concept, mais qui est plutôt joli dans l'imagerie du truc, dans la psychologie des persos. Je trouve que ça passe plutôt pas mal sur ce côté-là. Cet épisode-là, déjà, j'avais adoré, parce que je trouvais que Moffat remontrait enfin qu'il savait écrire des épisodes, parce que ça faisait un certain temps qu'il l'avait pas fait. Et du coup, en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'il faisait pas mal de sens également avec la saison 8, qui pour le coup, au niveau de Missy, je l'avais trouvé très mal écrite. Déjà parce que, alors c'est un avis purement personnel, mais je trouvais qu'il surfait trop sur la vague féministe qui commençait à arriver. Et le problème, c'est que c'était vraiment vendu en mode pub et pas en mode véritable expérience. Parce que ce qui est intéressant dans Doctor Who, c'est que les Time Lords sont montrés très souvent comme asexués. Donc il n'y a pas du tout cette supériorité homme-femme ou quoi que ce soit. Il n'y a rien, il y a vraiment une question d'égalité dans le sens où c'est jamais mis en avant. Et au moment où Missy apparaît, il y a vraiment cette mise en avant qui est très forte. En mode, regardez, je suis une femme, j'ai changé, je pouvais pas continuer à m'appeler le maître. Et il y a de la surenchère là-dessus. En plus, on demande à l'actrice de jouer d'une manière qui ne lui correspondait pas forcément et qui allait un peu trop dans la surenchère à mon goût. Et il y a ces deux éléments qui se sont rejoints, qui en plus ont provoqué une incompréhension de mon côté, dans le sens où déjà quand elle est apparue, j'ai cru que c'était River, parce que je trouvais que le personnage était beaucoup plus écrit comme pour être River méchante, en étant un petit peu partie en vrille, sachant qu'en plus elle dit oui c'est mon copain, il y a plein de petits sous-entendus qui pourraient laisser sous-entendre que c'est le personnage de River qui tourne mal et devient méchante. Et j'ai trouvé que dans la saison 10 c'était beaucoup mieux écrit, parce que déjà on retrouvait un petit peu ce côté très asexué du personnage, on insistait moins là-dessus. De son côté, Peter Capaldi faisait exactement la même chose, et au final que l'un ou l'autre ait changé de sexe, il y avait plus, ça ne choquait absolument plus. Il n'y avait plus ce côté de waouh, ça change. On se dit bah ouais, ok, c'est le maître, c'est le docteur, pourquoi pas. Et en plus, ça fait une belle amorce pour le changement de sexe du docteur qui suivra derrière. Et surtout, l'évolution de John Sim à la fin, au moment où il meurt, fait qu'effectivement il recomprend le docteur, et ça justifie le fait qu'arrivé à la fin de la saison 8, quand Missy réapparaît, elle lui dit qu'elle lui offre ça pour s'excuser. Sauf qu'en soi, elle n'allait pas s'excuser de ce qui s'était passé à la dernière apparition de John Sim, parce qu'il s'était sacrifié, donc il n'allait pas s'excuser de s'être sacrifié pour sauver l'humanité. Mais du coup, se justifie le fait qu'il s'excuse que un petit peu plus tard, il va réessayer de le tuer du coup avec ces Cybermen-là, et que il a compris son erreur en se faisant tuer par lui-même, elle-même sur la fin. Voilà. Je suis juste d'accord avec toi sur le fait que la saison 8 n'est pas très bien écrite. Le reste, je ne suis absolument pas d'accord. Non, mais après, pour le coup, c'est ce qui est intéressant dans Doctor Who, je pense que c'est son gros point fort, c'est que l'avantage qu'a cette série, c'est qu'on peut vraiment apprécier quelque chose et détester une autre, et que ça n'empêche pas qu'on puisse discuter dessus. Et moi, c'est ça que, pour moi, le gros point fort, c'est qu'au final, il n'y a aucune saison qu'on peut vraiment appeler mal écrite, parce que c'est juste qu'elle est mal écrite pour ce qu'on ressent nous. Et je vois que... à titre purement personnel, la période des Pounds est la période où j'ai failli décrocher, je le dis honnêtement, j'ai failli complètement décrocher de la série. Et pour d'autres, c'est les moments où ils sont apparus, ils sont dit tiens, là je me retrouve enfin dans la série. Et du coup, je peux pas leur reprocher d'avoir fait cette saison qui au final aura rapporté pas mal de monde aussi. Mais je pense que de toute façon, là sur cette table, je crois qu'on est tous les trois pas du tout adeptes de la période Pond. Je crois. Pardon? Non, je suis un fervent défenseur de la période Matt Smith et Amy Pound. Moi j'aime beaucoup cette ligne narrative qui était beaucoup plus suivie. Mais après, c'est un avis personnel. Si vous avez des avis de merde, ça vous regarde, il n'y a pas de souci. Alors justement, la saison 8, où on voit la réapparition de Missy et d'autres ennemis, les Cybermen. Et on revoit à nouveau l'alliance, si je puis dire, entre Missy et les Cybermen. Mais moi, personnellement, j'ai eu l'impression dans cette série, dans cette saison plus exactement, que Missy nous crée les Cybermen. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Elle crée une version à la rigueur, c'est une version uploadée en fait. Mais c'est ce qui est fort avec les Cybermen, c'est qu'il y en a plein de versions différentes en fait. Il y a plusieurs sortes, par exemple ceux qu'on voit dans le monde parallèle, ils n'ont rien à voir avec ceux qui viennent à l'origine de Mondas. En fait, il y a plusieurs possibilités. En fait, le principe des Cybermen, c'est justement que un peu partout dans l'espace et le temps
dans des mondes parallèles, en fait, ils peuvent apparaître un peu n'importe quand avec des similitudes et c'est pas forcément les mêmes. C'est des tout neufs en fait. Ils ont rien à voir avec ceux qu'on voit dans la saison 10 en fait, qui sont vraiment les mondasiens purs et durs. C'est pas du tout les mêmes. Qui sont du coup à nouveau créés par le maître. Plus ou moins. Il est là, mais il fait pas tout non plus. Et il aide, il pousse un peu. Il donne une bonne petite poussée quand même. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas entièrement lui qui les crée. Bah oui, en effet, ce qui est intéressant avec les Cybermen, c'est que c'est un petit peu l'évolution dystopique qu'on a par rapport à la technologie. J'en profite, je fais ma pub, j'en parle dans ma dernière vidéo sur Doctor Who. Mais c'est juste pour pouvoir abréger un peu plus aujourd'hui, c'est qu'effectivement on a cette tendance avec les Cybermen de les faire évoluer pour que ce soit un peu plus cohérent avec notre époque. Parce que si on reprend les Mondasiens première génération, on arrive sur quelque chose qui technologiquement, en termes de robotique, n'a plus grand sens pour nous. C'est une évolution qu'on voit pas trop arriver, dans le sens où on va pas se transformer en une machine de la même manière, même si on a toujours cette idée. Là, on arrive avec Missy et tout ça, avec une nouvelle version qui est, d'abord, les gens pensent aller dans un sorte de paradis virtuel, et du coup on s'approche un petit peu plus de ce que la technologie est en train de créer de nos jours, et du coup il y a une nouvelle version de Cyberman qui s'approche un petit peu plus de la crédibilité qu'elle pourrait avoir de nos jours. Qui sortent directement du cloud. C'est ça. Carrément. Et du coup, c'est ce qu'on disait sur Doctor Who, la capacité à pouvoir aussi se prêter à son époque et de comprendre les thématiques science-fictionnelles de notre époque, qui est vachement bien fait avec les Cybermen. Et puis, juste pour conclure, parce que je ne dirais pas mieux que ce que vous venez de dire, globalement, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, le côté alliance Cyberman maître est finalement ultra logique, étant donné que c'est deux ennemis qui essayent de contrôler, et que finalement, elle ne pouvait revenir qu'avec ces ennemis-là, plus qu'avec les Daleks, par exemple, ou avec d'autres ennemis, parce que c'est les fantassins rêvés pour le maître, pour ses plans de conquête spatiale. Oui, mais du coup, il y a quand même le moment où c'est les fantassins rêvés, jusqu'au moment où ils disent bah oui, mais on n'a pas de raison d'avoir un chef. Et là, on se retrouve un petit peu sur le schéma des premiers épisodes du maître, où ses créations se retournent contre lui, et où c'est le docteur qui doit venir le sauver. C'est vrai que le retour est finalement assez référencé, base du maître. J'avais jamais pensé, mais c'est pas con. Mais de toute façon, toute la saison 10, c'est une énorme référence au classique. Pour les fans classiques, c'est du bonheur, c'est magnifique. Mais personnellement, je trouve que les Cybermen les plus effrayants, ce sont les Mondasiens. Ce sont vraiment les premiers, et du coup, j'étais ravie de les revoir là, parce qu'ils ont un côté beaucoup plus organique. Moi, juste un robot, ça me fait pas peur. Alors que là, de voir un humain transformé, dont on retrouve encore la forme humaine, qui se fait juste supprimer ses émotions, mais même leur forme est beaucoup plus humaine que ceux de Cybus, par exemple. Dans les premiers, ceux qu'on voit, oui. Oui, voilà, et je trouve que c'est beaucoup plus angoissant en fait, parce qu'ils ont encore cette forme humaine. Et on voit vraiment l'humain qui vient de se faire transformer. Bon, après, ils ont des gants de vaisselle, et une cagoule, bon. Ils ont fait avec les moyens du bord. Voilà, c'est ça, ils ont fait avec les moyens du bord, mais je trouve que le concept de base, c'est les Cybermen les plus effrayants, et je suis contente que sur la saison 10, ils soient revenus un peu à ces Cybermen-là qui font beaucoup plus... qui moi en tout cas me font beaucoup plus peur que ceux qu'on a pu voir sur la nouvelle série. Non, et puis surtout, je pense que le retour sur Mandas, là, sur la dernière saison, a eu clairement un très très grand coup de pouce de la réal de l'épisode, quoi, qui a fait un travail qui est merveilleux, parce qu'effectivement, il y a toujours ce côté gants de vaisselle et cagoule, mais l'ambiance est tellement sombre et tellement glauque qu'au final, on a peur d'un gant de vaisselle et d'une cagoule, quoi. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Il y a eu un vrai travail là-dessus qui est monstrueux. Mais c'est tout le truc dans Tense Planet, le côté noir et blanc, les éclairages et tout ça, ils ont beau être avec une cagoule et des gants de vaisselle, et je trouve que Tense Planet est un des épisodes où les Cybermen font plus peur, c'est leur première apparition, et je les trouve vraiment effrayants. Mais Rachel Talalay, c'est une réalisatrice exceptionnelle, c'est elle qui a fait l'épisode de Noël, donc j'ai toute confiance. On a vu toute l'évolution de Missy dans la dernière saison. Comment vous voyez la suite pour le personnage du maître? Elle revient, enfin, elle, lui, peu importe, mais ça va toujours être pareil. C'est le master, c'est toujours le personnage qui meurt de façon complètement dramatique et qui revient, voilà, je suis là, sans vraiment d'explication. Donc ça va être pareil. On va pas avoir d'explication et d'un coup, ah, je suis le maître. Ça va être comme toujours. Oui, je pense que ça va être ça. Après, je pense que Steven Moffat a un petit peu trop exagéré son épisode, dans le sens où il appuie clairement sur le point de oui, je t'ai envoyé une charge qui fait que tu ne pourras jamais te régénérer, et du coup soit on le fait revenir de manière un petit peu inexpliquée, ce serait
un petit peu dommage. Enfin, ce serait bien que, pour moi, il aurait dû laisser la porte ouverte à juste je t'ai retué pour changer. Comme ça, il clôt l'histoire Missy, mais au moins il laisse une chance à celui qui reprend les rênes derrière. Et après, ce qui me fait un petit peu peur, c'est comme on ne voit pas la transformation entre John Sim et Missy, j'ai peur qu'il se lance dans quelque chose d'un petit peu alambiqué et qu'il nous mette du coup un docteur d'entre-deux qui serait très injustifié parce que la continuité des deux marche très bien et qui deviendrait un petit peu incohérent et rendrait complètement incohérent ne serait-ce que le fait que Missy arrive en disant oui, je ne pouvais pas continuer de m'appeler le maître s'il y a encore quelqu'un entre les deux, quoi. Ça serait un petit peu dommage. Bah, à moins qu'il y ait un maître qui perd la mémoire ou je sais pas quoi, ils disent clairement dans l'épisode, Missy dit clairement bah oui, t'es mon incarnation d'avant, donc à moins qu'elle ait eu une perte de mémoire ou quoi que ce soit. Avant, c'est quand même encore effectivement très large, tu vois, ça peut être avant, ça peut être de avant. Et lui, il dit juste, je me rappelle qu'une femme m'a fait comprendre qu'il fallait que je garde un truc toujours dans ma poche. Et au final, c'est jamais dit vraiment explicitement qu'il passe de l'un à l'autre. Et dans Doctor Who, on a tendance à caler quelqu'un au milieu s'il y a la possibilité. Ça a été le cas avec le War Doctor. Et du coup, ça pourrait encore arriver, quoi. C'est l'avantage des voyages dans le temps. Et des paradoxes de la série. Le War Doctor, il n'a pas eu le choix non plus. Enfin, s'il aurait pu prendre Paul McGann, mais il ne faisait pas assez de Docteur de la guerre du temps, je cite Steven Moffat. Alors t'étais parfait. Pour la suite du maître, je crois que l'actrice a annoncé de toute façon qu'elle en avait fini, mais c'est logique par rapport à ce qui se passe aussi à la fin. Ça m'étonnerait pas qu'on ait le droit à une petite pause quand même, un peu comme après John Sim, parce que je trouve qu'elle a été pas mal utilisée, donc ça pourrait être pas dégueu. Par contre, il reste que le fait pourrait être intéressant que maintenant que le docteur est une femme, il soit confronté à un maître soit féminin, soit masculin, mais dont forcément la relation va changer. Là, on nous vendait une relation d'amour, de bromance entre les deux, plus d'amour que de bromance. Peut-être qu'on pourrait nous défendre une relation vraiment d'amour entre les deux personnages, pourquoi pas dans la suite, mais je pense que ça va pas être la saison prochaine, on verra ça. En tout cas, ce serait l'évolution logique. Je trouve que ces partenaires reviennent. Après, ce sera jamais qu'un caméo, enfin qu'un gros caméo, ça viendra en guest. Le personnage du maître, je pense, ne deviendra jamais récurrent dans la série, parce que c'est la petite touche fanservice qui fait plaisir lorsqu'elle est mise avec parcimonie. Enfin, il a déjà été personnage récurrent. Donc, ouais, au début, c'est vrai. Merci. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le public ? Bonjour. Alors, j'aimerais revenir sur Derek Jacobi, parce que, en effet... T'es avec moi ? Oui, cool. C'est un acteur génial, et il a très peu incarné le maître, et donc c'est pour ça que, je sais pas si tu sais, mais il va bientôt revenir chez Big Finish, donc il fait des audios du Paramédia, et je crois que c'est en décembre, il y a un coffret sur le War Master qui sort, où Derek Jacobi revient. Et ce sera le maître, du coup, il va interpréter... Il va donc incarner le maître de la guerre du temps, et selon la bande-annonce, on a l'impression que du coup, il va essayer de tirer profit de la guerre pour son propre en plus, l'époque de guerre pour Jacobi, c'est parfait. Voilà. Donc, il a l'air plus maléfique que jamais, et j'ai hâte d'entendre ça. Bon, on verra ça alors, vivement. Du coup, tout à l'heure, vous avez parlé de la relation entre le docteur et le maître. Et je voulais savoir votre avis sur les possibles relations qu'il y a déjà eu entre les compagnons du docteur et le maître. Ou est-ce que ce serait possible que le maître revienne avec un compagnon, ou qu'il y ait une relation qui se forme entre un compagnon du docteur et le maître, avec le docteur au milieu qui essaye Déjà, ils ont eu un compagnon commun, Caméléon, que le docteur a piqué honteusement au master, qui était à la base le compagnon du master quand même. Après, je sais pas tellement, enfin il est plutôt solitaire quand même. Disons qu'il est très manipulateur. Enfin, les rares fois où il a pu avoir des semblants de compagnons, c'était plus pour s'en servir qu'autre chose. Parce que en soi, même dans Utopia, sa compagne de travail, on peut considérer ça un petit peu comme une compagne. Et du coup, dès qu'il voit qu'il peut s'en débarrasser, il lui propose quand même de l'aider avant de s'échapper. Elle veut pas, et du coup, il s'en débarrasse. Après, effectivement, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un compagnon du docteur plus mitigé, parce qu'on voit qu'à chaque fois, les compagnons du docteur changent entre le début et la fin, des fois en bien, des fois en un peu moins bien, dans le sens où ils deviennent habitués à tout ce qui est mort, violence et ce genre de choses, et ce qu'on peut leur reprocher des fois. Et je pense que ça pourrait être intéressant, et c'était même dommage qu'il ne l'ait pas fait avec cette saison-là, que Missy ou le maître, ou peu importe, la réincarnation, arrive à convaincre un des compagnons du docteur
que sa version à lui de voyage, etc., peut lui apporter quelque chose. Et je pense que si on pouvait avoir du coup l'inverse du maître qui vole un compagnon au docteur et en fait devenir un nouvel ennemi, ça pourrait être super intéressant. À ce sujet, on vient de me souffler au premier rang, j'avais complètement oublié que dans des comics, je crois, eh bien, il y a Adam Mitchell qui devient le compagnon du Master. Donc Adam Mitchell, celui qui a un truc qui sort de sa tête là, de la saison 8. Ouais, dans des comics, ils en ont fait le compagnon du Master pour se venger du Docteur qu'il avait laissé sur Terre comme ça. C'est déjà trop. Pas particulièrement hypé par cette idée. On estime ce qui est canon selon ce qui nous plaît, tu vois. Non, les comics, c'est pas super canonique non plus. Non, pour répondre à tes questions, je pense que ce serait plus ou moins une évolution presque logique, étant donné que je trouve que le maître tend à aller vers le docteur de plus en plus. Donc ce serait pas impossible qu'on ait ce genre, alors soit avec un compagnon du docteur, soit avec un autre compagnon, mais qu'on ait quelque chose de finalement plus nuancé entre son rapport avec la personne qui le suit, où effectivement il y avait plus un rapport de dominant-dominé dans les précédentes saisons. Et ça pourrait être une évolution qui pourrait être sympathique, peut-être un spin-off, le maître Wu, je ne sais pas. Ah mais je regarde direct, c'est génial. Est-ce que vous pensez que la relation entre les deux personnages pourrait redevenir la même après la saison 10 ? Tu veux dire repartir sur une confrontation vraiment, ça pourrait être un choix. Bah, je pense que c'est des allers-retours constants. En fait. Ouais, c'est vrai. Parce que le troisième Docteur et le Master, il y avait déjà tout ce truc de... vraiment, il y a des scènes où ils sont vraiment « Ah, tu te souviens un petit peu quand on était enfant ?» Et puis juste après, ils vont se taper dessus. Et je trouve que c'est un peu récurrent, du coup, sur les personnages. Et puis le Master change toujours tellement d'avis qu'on ne sait jamais s'il veut devenir ami avec le Docteur ou si c'est juste un coup fourré. Donc je pense que ça va continuer à faire des vagues comme ça. Le Master ne deviendra pas entièrement gentil, c'est sûr, je pense. Je pense que ça va dépendre de l'évolution de chacun des personnages, en fait. Parce qu'à chaque fois, on a des changements et des fois, il peut y avoir une continuité assez logique entre deux personnages. Des fois, c'est un petit peu plus ambigu, dans le sens où c'est vrai que moi, j'avais été un petit peu choqué au début de l'ère de Matt Smith, qui est changé quand même complètement de la fin de l'ère de David Tennant, où il voulait tout contrôler, tout sauver, et là, il était un petit peu en reclus, et au début de Matt Smith, il est un petit peu l'adolescent qui se cache et qui se redécouvre. Là où Peter Capaldi était dans sa manière d'être un petit peu plus proche de Tennant sur sa fin. Donc après, ça dépend en fait de la réincarnation qu'ils feront pour chacun. Mais comme tu le dis, dans tous les cas, il y a toujours ce côté un petit peu running gag, cyclique. Et je pense que selon comment ils feront évoluer un personnage, ils feront évoluer l'autre en fonction pour que ça reste comme ça. Globalement, moi, ça me ferait kiffer qu'on ait à nouveau un vrai méchant, entre guillemets, et pas un gentil méchant. C'est très à la mode de faire des méchants qui sont finalement pas si méchants que ça et qui ont toujours un passif à expliquer et tout ça. Et je pense que Doctor Who pourrait ressortir grandi d'avoir une vraie némésis qui revient en mode je suis vraiment complètement maléfique. Et bon, c'est ce qui m'avait plu, moi, chez Derek Jacobi, donc du coup, peut-être que ce serait sympa, en tout cas. Mais je sais pas si c'est ça qui va être pris comme direction. Ce serait carrément sympa. Juste un truc qui serait intéressant dans ce cas-là, c'est d'avoir un méchant qui, sans pour autant être un petit peu très gentil, avoir un méchant qu'on a trop rarement au cinéma, je trouve, de nos jours, un méchant qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire que très généralement, le méchant est méchant parce qu'il est méchant et puis faut faire avec, et il veut détruire la planète parce que c'est son kiff. Mais au final, il y a toujours moyen d'aborder des sujets un petit peu borderline qui ferait que on puisse voir le méchant comme un méchant parce qu'on n'apprécie pas ce qu'il fait, et au final se dire qu'on peut aussi comprendre son intérêt sans pour autant que ce soit parce qu'il a été torturé ou autre, mais qu'il y ait une autre réflexion de sa part qui fait qu'il va trop loin en fait là-dedans. Mais ça pourrait être grave intéressant d'avoir un méchant. Juste avant, vous parliez des spin-offs Metro qui n'existeront jamais. Du coup, est-ce que vous avez des infos sur le spin-off The First Doctor Adventures ou pas ? C'est du coup avec l'acteur qui rejoue William Hartnell, j'ai oublié son nom, David Bradley. C'est du Big Finish. C'est Big Finish, ouais. Ah, c'est Big Finish. C'est des audios, ouais. Ah, c'est sérieux, j'ai cru qu'il y avait complètement un spin-off, genre classe, mais pour compliqué, ok. Donc en fait, ça va... ici que ça sort en décembre, apparemment, mais ça aurait été super chouette. Ça pourrait être intéressant, et puis il parlait aussi peut-être d'en refaire en animation, mais un peu plus travaillé que ce qui a été fait avant, à voir s'ils le font ou pas. Le problème, c'est comme les épisodes existent déjà, il y a beaucoup de fans qui les ont déjà vus et qui n'ont pas envie de les revoir dans une nouvelle version.
Et je pense qu'ils sont surtout bloqués par ça. Moi, je fais partie des fans assez minoritaires qui seraient d'accord pour que le cast qui va justement faire le Big Finish ou alors qu'on va voir dans l'épisode de Noël, je serais pour qu'ils refassent certaines scènes d'épisodes qui sont vraiment abîmées. Et je sais que c'est pas du tout une opinion populaire. Mais bon, j'aime vraiment pas les versions animées du tout. Je préfère regarder en recon. Désolée. Je suis plutôt d'accord. Moi, j'aimerais bien les voir rejouer. Et il y a des épisodes notamment qui mériteraient d'être revus, que ce soit The Dalek Master Plan. Enfin, celui-ci, 12 épisodes dont la moitié ont été perdus, voire plus. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir le regarder. Et à la limite, si vraiment ils veulent le faire en animation, qu'ils le refassent, mais en bien. ça pourrait être intéressant. Je partage l'avis comment ce serait sympa de pouvoir revoir cette partie-là. Manifestement, on sera que en audiobook pour l'instant, mais ce serait cool. Et puis surtout, je trouve que le nouvel acteur qui fait le docteur et tout, ça marche bien. Ils peuvent le refaire de manière correcte, je pense, aujourd'hui, et ça serait sympa de s'y jeter. Pour rebondir sur ce qu'on avait dit avec les compagnons du master éventuel, qu'est-ce que vous pensez du personnage dont je me souviens plus du tout du nom, qui était la jeune fille qui venait du village viking et qui est devenue... Ashildr. Elle, est-ce que vous pensez qu'éventuellement ce serait intéressant qu'il y ait une relation qui se crée avec elle ou le master, parce qu'apparemment elle ne va pas devenir compagnon du docteur, donc éventuellement avec le master à côté? Moi, je ne vais pas revoir Ashildr. Voilà, à titre personnel, moi on la revoit, mieux je me porte. Qu'elle reste dans son diner, c'est bien. Disons qu'en fait, ce personnage, j'ai eu beaucoup de mal à l'apprécier dans le sens où je fais partie de ceux, et je pense qu'on est assez nombreux, qui voulaient revoir Jack Harkness arriver un jour, parce qu'il y a clairement moyen de le faire revenir, et que en fait, ce personnage, c'est Jack Harkness non assumé en fait. Et c'est un petit peu le gros souci qu'il y a eu avec la période Moffat, c'est qu'il s'est enfermé sur sa propre période en faisant beaucoup de références à la période classique. Là-dessus, je peux pas lui reprocher, il a même rattrapé pas mal d'erreurs qu'avait fait Russell T. Davies. Mais le souci, c'est qu'il s'est enfermé sur ses propres personnages, et t'as beaucoup d'acteurs qui auraient pu revenir, et qu'au final, il ne le fait pas revenir juste pour rester sur ce que lui-même a inventé. Et ça a bloqué pas mal d'intrigues, et ça a inventé ce personnage qui, pour moi, est relativement mal écrit malgré tout. Cela dit, si on peut, c'est plutôt bien que Moffat n'ait pas écouté toutes les idées de RTD, parce que par exemple pour le dernier épisode, il a quand même soufflé à Moffat ah ouais, tu sais ce qui serait marrant comme surprise à Chris Chibnall, et ben tu termines l'épisode en disant hey, Missy, elle est enceinte d'elle-même. Bonne Et idée de Moffat merde. a refusé en disant bah non, quand même, je vais pas lui faire un cadeau comme ça. Globalement, je partage l'avis commun. Je n'ai pas été plus fan que ça du personnage, et je partage le fait qu'il y a quelque chose qui initie en tout cas, donc je pense que c'est pas impossible qu'on revoie ce personnage. Mais j'ai un peu l'impression que Moffat a laissé 2-3 trucs là, et puis je suis pas sûr qu'on en entende parler un de ces quatre, et je suis partisan pour qu'on revoie un de ces quatre Jack Harkness, parce que vraiment c'est du bon perso, et genre ça fait un moment que je l'attends quoi. Je voulais vous demander si avec l'arrivée des Silent et des Empereurs, on a eu de nouveaux méchants. Et là, on vient de ressusciter un méchant qui était mort d'une belle mort. Est-ce que vous pensez pas que ça va un peu dédramatiser les prochaines morts de méchants, et que maintenant on va se dire ils peuvent ressusciter tranquillement un peu ce qu'ils veulent, voilà. Moi, je suis complètement d'accord. Vas-y. Ah pardon, Non, vite fait. Je suis complètement d'accord avec ça, comme ça je vais défendre Matt Smith en même temps. Parce que du coup, c'est ce que je disais sur la première mort du maître, que je trouvais en fait très juste. Donc on pouvait le ramener, mais est-ce que c'était bien nécessaire? C'était la question qu'il y avait avec. Et qu'on a réussi à initier de nouveaux méchants, que je trouve mieux. Moi, un ange pleureur me fait plus peur qu'un Dalek, et je trouve que le concept est génial. La saison avec les Cylons, c'est génial. Même si ça ne m'apprécie pas. Non, globalement, il y a des vraies créations de méchants, et je suis toujours partant pour qu'on m'offre quelque chose de nouveau. Après, j'ai pas cette relation avec la série classique que peuvent avoir les fans. Donc aussi, j'aime être surpris par de nouvelles choses. Et bon, les Cylons peuvent faire penser à un méchant dans Buffy. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé ces idées de mise en scène qui étaient vraiment folles, qui coûtaient pas grand-chose et qui fonctionnaient à donf. Et vraiment, moi, je préfère ces méchants-là en tant que néophyte de la série qui a découvert avec la nouvelle version que finalement les anciens méchants. Moi, par contre, je suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve que le maître est toujours parti comme ça, toujours mort de façon complètement grandiose, et puis il revient sans jamais d'explication, on sait jamais vraiment pourquoi il revient, et je trouve pas que ça casse le personnage, je vois pas tellement pourquoi ça casserait les autres morts de méchants, parce que c'est le personnage qui est comme ça, c'est dans son essence même, et même je trouve que si on le voyait mourir avec la possibilité de se régénérer, ça aurait pas le même impact que là dire ah bah non, tu peux pas t'en sortir, là c'est définitif.
Parce que c'est vraiment le master se sort toujours de toutes les situations, quelles qu'elles soient, et ça fait partie même du propre du personnage. On sait qu'il trouvera un moyen de revenir, on n'aura jamais l'explication. Parce que c'est vrai que on voit souvent les fans qui s'énervent en disant « Mais oui, mais comment est-ce qu'elle est revenue Missy ?» La plupart du temps, le master, quand il disparaît, on ne sait pas du tout. Je crois que c'est à la fin de... non, j'allais dire Planet of Fire, mais c'est pas ça, c'est ça? C'est vrai? Ok. Bon, bah, apparemment, c'est la fin de Planet of Fire, où le master disparaît vraiment d'une façon grandiose. Pour moi, c'est la meilleure mort de master. Mais il revient après, et on ne sait absolument pas comment il a fait, et on n'a jamais l'explication. Et je trouve que ça rajoute au côté mystérieux du personnage de ne pas savoir, et je trouve que justement, ça le différencie des autres. Je trouve pas que c'est... Moi, alors, je le sens en tant que, comme je te dis, néophyte et arrivant avec la nouvelle série. Moi, j'ai vraiment cette impression, et ça m'arrive dans Doctor Who, notamment quand Moffat fait n'importe nawak, et puis que ça, après on en entend pas parler, que ça témoigne plus d'une fainéantise de narration que d'un style, en fait. Moi, je le ressens comme ça en tant que nouveau viewer de Doctor Who, et du coup ça me frustre parce que je trouve qu'il y a pas mal de paradoxes finalement dans la série, et me rajouter celui-là en plus en disant bah elle a raison je trouve ça un peu, tu vois. C'est pas un paradoxe, on sait juste pas, ouais. C'est pas comme si nous donnait une explication abracadabrantesque. Non mais pour le coup moi je suis assez d'accord dans le sens où pour moi on devrait laisser ouvert le fait qu'il puisse se régénérer ou ce genre de choses, parce que dans tous les cas l'avantage qu'a Doctor Who avec ses Seigneurs du Temps, c'est que quand un personnage meurt, il est mort. Enfin, je veux dire, ok, c'est vrai qu'il se régénère et ce genre de choses, mais le personnage en soi meurt parce qu'il change, il y a pas mal de choses qui vont différer, il va réfléchir d'une manière différente, et ça n'empêche pas en fait de pleurer la mort d'un personnage ou autre quand un docteur part. Au final, on sait très bien qu'il va revenir parce que la série s'appelle Doctor Who et que dans tous les cas, on va pas avoir autre chose, mais ce qui n'empêche que quand il part, on se dit, bah, putain, il est mort. Ça fait chier quoi. Enfin, quand ça m'a fait le coup avec tous les docteurs, même avec Matt Smith sur la fin, alors que pourtant je n'avais pas spécialement aimé l'ère Matt Smith, mais j'avais... Non, il faut savoir que j'ai adoré en fait son incarnation, même si je trouvais qu'elle n'était pas forcément placée au bon endroit au bon moment. J'ai adoré son incarnation, c'est plus les scénarios à côté qui m'ont déplu, mais une fois arrivé à la fin, bah, je me suis dit putain, il est mort, c'est quand même... on passe à autre chose, ça va changer, c'est très bizarre. Et dans ce cas-là, en fait, je vois, moi ça me dérange pas que le maître revienne, parce que dans tous les cas je considère que Missy est morte et que le maître de John Sim est mort malgré tout. Très bien. Eh bien, merci à nos invités pour le petit moment passé ensemble. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour eux.